Rebonjour tout le monde. Bon retour. J'espère que vous avez aimé le lunch. Puis on va commencer cette panel avec Sylvain. Ça va être notre deuxième panel d'aujourd'hui. Puis on va avoir un petit moment de discussion après la présentation. Puis aussi, on a une autre présentation après par Jessie. Donc, Sylvain, je te laisse la parole. Merci. Et merci de m'accueillir ici. Donc, je suis Sylvain Payen. J'étais designer de jeux il y a une quinzaine d'années. Et maintenant, je suis enseignant en game design et prochainement assistant professeur à l'Université d'Utah. Donc, cette intervention aujourd'hui propose d'examiner la crise actuelle de l'industrie du jeu sous l'angle marxien de la surproduction, en s'appuyant principalement sur les travaux de Mandel. Alors, principalement dans son ouvrage La crise 1974-1982, leur interprétation, l'effet, leur interprétation marxiste. Pardon. Je parle de perspective marxienne, pas marxiste, parce que le marxisme comprend à la fois l'analyse critique du système, donc le matérialisme historique, et la solution, donc le socialisme scientifique. Et dans cet exposé, je ne suis pas là pour prétendre formuler des solutions pour l'industrie du jeu. J'essaie seulement d'apporter un regard analytique précis sur ce qui se passe en ce moment, plus que de dire il y a beaucoup de gens qui se retrouvent au chômage. Donc, ouais, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais, si on a le temps, qu'on se souhaite collectivement, qu'on se félicite collectivement. C'était le top du fun dans la présentation de l'Alphabet. Pour ce gain de productivité énorme qu'on a eu sur ces dernières années. Sans ironie, il faut vraiment avoir conscience de à quel point on a progressé dans la création de jeux vidéo. Certains ici ont certainement entendu en tant qu'étudiants ou en tant que professeurs, on dit à leurs étudiants qu'il était possible maintenant de créer un jeu seul. Ça reste une tâche difficile, mais assez réaliste encore, si on compare, si on le remet dans une perspective historique. Gauntlet, désolé pour mon accent, un jeu à un certain succès de 85, soit il y a exactement 40 ans, nécessitait pour sa version arcade plus d'1 an de travail pour une équipe de 11 personnes pour la version arcade et 4 personnes pour le portage ordinateur 8 bits Atari. Il faudra que je nettoie ça après. Aujourd'hui, un étudiant en bac, 2e année, 3e année, est capable et en mesure et les connaissances suffisantes pour produire un jeu avec une meilleure qualité visuelle, une meilleure narration, un meilleur design et surtout une beaucoup plus grosse quantité, en le temps d'une jam ou le temps de juste une semaine de travail. Donc, la capacité productive d'un étudiant est maintenant plusieurs centaines de fois supérieure à un professionnel d'il y a 40 ans. Et cet exemple vise uniquement à illustrer l'accroissement spectaculaire de la productivité individuelle. Il va de soi que les attentes des joueurs et joueuses ont elles aussi considérablement augmenté et changé, ce qui constitue probablement une partie du problème, et on y reviendra plus tard. Toujours est-il que la productivité accrue a permis une amélioration non seulement qualitative, mais aussi quantitative des jeux qui sont produits. Comme le montrent les données affichées à l'écran, en tant que passionné de jeu, il devient nécessaire d'accepter que chaque année, notre méconnaissance relative aux médias vidéoludiques diminue. Enfin, la méconnaissance s'accroît. Rien que sur la plateforme Steam, il faudrait jouer à peu près à 50 jeux par jour pour rester à jour sur ce qui est produit, ce qui est impossible. Personnellement, ma fille, nouvellement née, ne m'a pas encore autorisé à lancer le téléchargement d'un jeu cette année. Donc, ça va être difficile. Donc, la production massive sur Steam
comme on le voit, elle a doublé depuis la période du Covid. Cette explosion de la production est accompagnée d'une augmentation aussi du nombre de joueurs, notamment lors du pic qu'on voit ici de la pandémie. Et donc, on pourrait conclure, bon, il y a plus de jeux, mais il y a plus de joueurs, donc il y a une sorte d'équilibre entre l'offre et la demande, donc ça va. Mais les anciens jeux, en fait, en tout cas ceux qui ont une dizaine d'années, disparaissent pas. Ils restent accessibles, ils restent pertinents et ils restent consommés pendant plusieurs années. Le résultat, c'est donc une accumulation croissante de marchandises vidéoludiques disponibles sur le marché. Avant d'aller frontalement sur la question de la surproduction, on va rappeler brièvement les bases de la notion de production chez Marx, vraiment de manière simplifiée. Alors, les travailleurs d'une unité de production produisent une marchandise. Celle-ci possède une valeur équivalente au temps de travail socialement nécessaire pour la produire et pour reproduire la force de travail. Autrement dit, le capital constant, les outils, les infrastructures et le capital variable, les salaires des travailleurs. Et parallèlement, les détenteurs de moyens de production, c'est-à-dire les capitalistes, fixent le prix auquel la marchandise sera vendue. Ce prix inclut la valeur, évidemment, mais aussi une plus-value, un surtravail qui n'est pas payé aux travailleurs. Et ça permet à l'entreprise de générer des profits. Donc, la marchandise est produite en quantité, puis distribuée sur un marché où elle rencontre ou non un acheteur potentiel si elle correspond à un besoin. Même si une marchandise est à un prix bas, si vous essayez de vendre un anorak dans le Sahara, ça reste difficile. Donc, en cas de forte demande, c'est là que c'est important de comprendre, on observe généralement une inflation des prix. Donc, soit au niveau du... Je vois pas, j'ai eu un problème avec les slides. Normalement, ici, il y a marché. Donc, soit au niveau du vendeur, soit au niveau du producteur qui bénéficie alors temporairement d'une potentielle augmentation de la plus-value. Mais la hausse ne se répercute pas automatiquement sur la valeur de la marchandise et encore moins sur les salaires. Les travailleurs doivent revendiquer un réajustement de leur rémunération pour bénéficier de cette hausse du prix. Inversement, cette accumulation de capital peut être réinvestie par l'entreprise dans les moyens de production, par l'achat de machines qui vont permettre aux travailleurs d'avoir une productivité accrue. Et par conséquent, ça diminue potentiellement la valeur de la marchandise parce qu'on en produit plus, donc il y a une baisse de sa valeur sans que le prix nécessairement baisse. Ça peut être reporté sur le prix, ça dépend du capitaliste. Et donc, là, on est en cas de taux de profit élevé. Ça fait que ça attire plus de détenteurs de capitaux, donc le patron de l'entreprise, mais aussi peut-être d'autres, qui vont être soit concurrents, soit investir dans l'entreprise pour obtenir un bon retour sur investissement, ce qui permet à l'entreprise d'augmenter sa capacité productive et ainsi de suite. À l'inverse, quand la capacité de production devient excessive par rapport à ce que le marché peut absorber, ça conduit à une accumulation de marchandises invendues. Les prix ont alors tendance à se stabiliser, voire à baisser jusqu'au niveau de la valeur, car le stockage représente un coût, donc il faut se débarrasser, c'est de la marchandise. Cette situation va engendrer une diminution du taux de profit, ce qui va provoquer une fuite des capitaux, fuite des investissements, qui sont absolument nécessaires dans le système capitaliste. S'il n'y a pas d'investissement, on ne peut pas continuer à reproduire le capital. Autrement dit, ce qu'on nomme couramment l'offre et la demande agit ici principalement sur les marges de la plus-value sans remettre immédiatement en cause la structure de la valeur. À court terme, ces fluctuations modifient marginalement le prix.
Donc, ça reste un cadre théorique. La surproduction de biens n'est généralement que temporaire. Dans un système capitaliste, les pertes potentielles sont déjà intégrées dans le calcul de la valeur. Lorsqu'un consommateur achète n'importe quelle marchandise, son prix comprend déjà les pertes anticipées liées au transport, liées au vol, liées à la détérioration ou encore la destruction. On estime que un tiers de la nourriture produite dans le monde ne trouve jamais produire. Elle est juste détruite. Elle passe du prix, qui est sa valeur plus la plus-value, à zéro, et donc ça conduit à sa destruction. Alors, les petits malins ici vont dire oui, mais c'est des denrées périssables, donc c'est normal, c'est structurellement, la perte est structurelle, mais dans des secteurs non périssables comme les vêtements, on a le même chiffre de un tiers de vêtements qui sont produits et qui sont détruits sans jamais avoir été portés par personne. Et c'est pas dans l'intérêt du vendeur de baisser les prix parce que ça risquerait de provoquer une diminution durable de la valeur et par conséquent aussi, par ricochet, je dirais, une érosion de la potentielle plus-value. Donc, c'est un cas théorique, mais une situation de surproduction localisée temporaire supérieure à la demande d'un marché spécifique constitue en général un déséquilibre passager. Et celui-ci va entraîner, donc, comme on a dit, une baisse du taux de profit qui va provoquer une fuite des investissements et, de ce fait, une contraction de la capacité de production. Mais, en fait, le capital est mobile. Le problème, c'est que le déséquilibre peut fonctionner comme un déclencheur d'une crise plus grande. On verra ça après. Donc, ouais. Je disais que le capital était fondamentalement mobile et dès lors qu'une production engendre des offres excédentaires, le taux de profit se réduisant, les investisseurs se redirigent vers d'autres secteurs plus dynamiques. Ce qui nous préoccupe ici, c'est pas tant l'existence d'un trop grand nombre de marchandises ou d'une capacité productive excessive, ce qui est notre cas, mais l'incapacité structurelle à écouler ces marchandises, soit parce que les acheteurs finaux n'ont plus le capital suffisant pour les consommer, soit parce que les capitalistes eux-mêmes ne parviennent plus à trouver des opportunités pour investir de manière rentable avec un bon taux de profit et une certaine sécurité. Autrement dit, il existe du capital disponible, beaucoup, mais plus aucun lieu pour investir ce capital de manière profitable, car plus personne n'achète la production. Et j'évoquais précédemment un effet conjecturel, et il y a eu un petit événement qui est arrivé il y a 2-3 ans, qui a déstabilisé un petit peu les équilibres du marché et les chaînes de production. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, les produits manufacturés au Canada. Alors ça, en dollars, c'est un peu le problème, mais on peut constater qu'à l'annonce du Covid, fermeture des frontières, confinement successif, la production s'effondre brutalement. Si j'ai pas les données avant, malheureusement, mais si on reprend mon schéma, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que dans un premier temps, il y a l'annonce du Covid, donc il y a une panique générale. Les gens se ruent sur des biens de consommation un petit peu aléatoires pour créer du stock plus que nécessaire par précaution. Ça entraîne des ventes exceptionnelles, des augmentations peut-être ponctuelles des prix en magasin et un épuisement très rapide des inventaires, aussi bien des marchandises, mais aussi des matières premières. Et dans un second temps, confinement, licenciement massif et baisse généralisée de la consommation, ce qui met un coup d'arrêt brutal à l'économie. Les capitalistes ont encore de l'argent, mais incapacité d'investir parce qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Et donc, c'est de l'argent qui reste, qui ne produit pas, qui ne se reproduit pas. Parce que les chaînes sont temporairement arrêtées. Vient ensuite la période post-Covid. On observe alors une forte consommation due au besoin des particuliers de refaire le stock qu'ils ont épuisé durant
durant le confinement. Si on prend l'exemple du papier toilette, ben, l'individu achète à la fois pour l'usage immédiat et pour reconstituer les réserves. Donc, on voit un peu ici, mais comme j'ai dit, c'est exprimé en dollars. Et à cause de l'inflation du dollar, ça ne permet pas tellement de comprendre la dynamique. Là, c'est les données européennes en production, en indice de production. Donc, comme précédemment, on voit la reprise post-Covid, une augmentation, on va au-dessus de la production, de l'indice sans production, donc on produit plus, simplement parce que on produit une fois et une autre fois pour refaire les stocks de papier toilette, mais de matières premières aussi qui ont permis le papier toilette. C'était le moment où tous les politiciens étaient « Oh, génial, la consommation, non, la croissance est énorme, tout va bien. » En fait, non, c'était la catastrophe. Parce que ça envoyait un mauvais signal au marché. Ça donnait l'idée au marché que la consommation avait structurellement doublé, alors qu'elle avait temporairement doublé pour refaire les stocks. Le marché ne pense pas. Le marché, c'est pas un individu, c'est juste il y a une croissance, donc le marché investit vers un endroit, vers là où il y a de la croissance. Et donc, ça attire mécaniquement des investissements. Bon, en France, on a eu le sabotage de Nord Stream, donc ça a fait une autre panique. Et ensuite, une chute constante depuis 2 ans, peut-être 3 ans, une baisse de la production. Donc là, on est bien en dessous. On est à ce niveau-là, bien en dessous de la capacité productive des pays européens. Alors, il paraît que ça remonte, ça a tendance à remonter. On est toujours bien en dessous de 100, mais le mois dernier, il paraît que ça aurait remonté. Donc, c'est assez mal visible sur les données en dollars au Canada parce que il y a une distinction cruciale qui est importante à voir, c'est que la demande induit, une forte demande induit une inflation des prix, comme on a vu. Beaucoup de gens veulent quelque chose, donc les entreprises se permettent d'augmenter les prix. Et donc, un plus haut taux de profit. Ce qui fait que la courbe, si on revoit la courbe canadienne, on a celle en dollars constants et en dollars actuels. Celle en dollars constants, on est beaucoup plus sur une augmentation d'une 10-15%, et ensuite une baisse. On ne le voit pas si on suit le dollar à cause de l'inflation. Et où est-ce que j'en étais? Oui, en fait, pour le capitaliste, le raisonnement est simple. Obtenir de la plus-value de 10 dollars en vendant 10 rouleaux ou en vendant 2 rouleaux, c'est exactement la même chose. C'est pas la quantité c'est pas le volume qui l'importe. Limite, s'il y a moins de rouleaux, ça peut être moins risqué d'ailleurs. Mais c'est la rentabilité comparée à l'année précédente qui est importante pour maintenir un taux de profit attractif pour les investisseurs. Bon, bref, à la base, je devais parler de jeux vidéo. On doit garder en tête que c'est pas du tout, malgré ce qui peut être dit parfois, c'est pas vraiment le Covid qui a boosté la production de jeux vidéo. La production était déjà là, était déjà exponentielle depuis bien avant le Covid. Si on regarde en quantité, si on zoome là, toutes les catégories, là c'est sur les jeux Steam, toutes les catégories de prix, bon alors il faudrait que j'explique ça un peu, mais en gros c'est les jeux classés par très rentable, assez rentable, moyennement rentable, peu rentable. Alors, toutes les catégories de prix ont augmenté en quantité à travers le temps. Le très rentable, il y a plus de jeux très rentables que l'année précédente, il y a plus de jeux moyennement rentables, il y a plus de jeux un peu rentables. Donc tout va bien, ça augmente. Mais en fait, là où ça ne va pas, c'est qu'on regarde en pourcentage, parce que sur une décennie, on est passé de un tiers de jeux qui ne se vendaient pas du tout sur Steam à 4/5 des jeux sur Steam.
Et en fait, ce phénomène s'est encore aggravé après la pandémie. Le Covid n'a pas vraiment désorganisé la production dans l'industrie du jeu. On peut même dire que le télétravail a peut-être même boosté la productivité chez certains travailleurs. Par contre, ça a masqué la surproduction de jeux à cause d'une forte consommation. La hausse ponctuelle du temps de jeu, parce que les gens n'avaient plus le loisir, a temporairement absorbé ou masqué cette surproduction. Ça a même généré une situation pendant le Covid où un peu perçue comme une pénurie de nouveaux titres permettant aux éditeurs d'augmenter significativement le prix moyen du jeu. Donc ça, c'est la donnée qui est importante sur les prix de jeu. C'est pas le prix day one qui est important, c'est le prix lissé sur le temps. Le prix moyen considérant les offres régulières sur Steam. Et ce prix moyen a largement augmenté. Et en fait, cette augmentation concentre les achats encore plus sur le top 10 des jeux les plus vendus. Parce que quand on a 30 dollars et qu'on peut acheter 3 jeux, et après 30 dollars et on peut acheter que 2 jeux, on n'achète que les jeux qui sont les plus connus. Et ainsi de suite. Donc, plus le jeu est cher, plus ça va concentrer sur les blockbusters, c'est mécanique. Les salaires de l'industrie, eux, n'ont pas vraiment augmenté. Car du point de vue de l'investisseur, les profits permettent d'éponger tous ces jeux-là, tous ces jeux sur le graphique, ils ne se vendent pas du tout. Parce qu'il faut bien parfois payer les gens qui ont travaillé dessus. Alors, je sais, c'est un peu ennuyeux, tous ces graphiques, mais j'espère que ça donne un peu de... Je ne veux pas t'interrompre, mais il te reste genre 2 minutes. OK. Donc, bon, j'espère que ça donne un peu de contexte. Vous verrez, elles seront en ligne, vous pourrez voir. Le jeu, ça a continué à se concentrer de plus en plus sur quelques jeux qui font tous les revenus des jeux Steam et des jeux sur les autres consoles. Donc ça, tout ça, c'est trop théorique qu'on va passer. De toute façon, on n'a pas le temps. Juste les points de comment l'industrie se dirige face à ça. Donc, on est dans une situation où les jeux à très gros budget peinent à avoir les résultats escomptés. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qu'une bonne performance? Battlefield 2042 s'est vendu à 4,2 millions durant la première semaine, donc c'est très bien. Mais le PDG de Electronic Arts a déclaré que c'était en deçà de ses objectifs. Pour mémoire, Resident Evil sur PlayStation, c'était 5 millions. Sur toute la PlayStation. Et en fait, les normes ont complètement changé. Et ce glissement s'inscrit dans une concentration qu'on a observée par les graphiques, mais qui va encore plus se pousser. Je ne peux pas détailler, mais on va avoir de plus en plus la fin du modèle des nombreux AAA pour se concentrer sur des, entre guillemets, quadruple A, ce sont des jeux qui vont dépasser le budget du milliard en général, pour donner un avantage, un avantage concurrentiel pour quasiment forcer les joueurs à acheter ce jeu. Et passons ça. Il reste 2 slides. Il y a une volonté affichée d'augmenter les prix afin de maintenir une plus-value suffisante pour préserver les taux de profit. Mais c'est en boucle. C'est pas nécessairement dans l'intérêt des joueurs. Pour justifier un prix élevé, il faut offrir un produit perçu comme supérieur et donc beaucoup d'investissement dans le jeu. Mais on a aussi ça sur d'autres secteurs. Nintendo, par exemple, se dirige vers une stratégie proche de la stratégie du luxe ou d'Apple, c'est-à-dire
maintenir des prix élevés pour éviter la réduction éviter la réduction à travers le temps et éventuellement contrôler les revendeurs. Ça donne à l'objet un statut un peu culturel à valeur stable. Alors c'est plus logique, mais ça fait que les prix restent toujours élevés. Et on va voir aussi de plus en plus se généraliser des éditions de luxe, donc $40 de plus pour un accès anticipé et un PDF, pour que même si ce n'est pas des objets de prestige, les joueurs qui investissent là-dedans se sentent symboliquement valorisés. Donc voilà, et juste pour conclure, ce n'était pas nécessairement le cœur de cette présentation, mais il est important de souligner que, il me semble, qu'il y a une politisation croissante dans le secteur dans les travailleurs de jeux vidéo. Un peu tard, parce que c'était durant 2020, durant la hausse de la plus-value qu'il aurait fallu se battre, mais c'est jamais trop tard. Donc c'est quand même positif à relever. Et voilà, désolé d'avoir un peu tardé. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a des questions dans la salle pour Céline? Oui, vas-y. Merci beaucoup pour cette présentation. Je ne m'y connais vraiment pas assez en économie du jeu vidéo, puis j'ai vraiment des cours à pencher sur ce plan-là. Comme des formations professionnelles, je pense à d'autres industries culturelles qui ont des défis analogues post-COVID. Je pense au milieu du streaming, du cinéma, mais particulièrement de la télévision. Puis je me demandais, est-ce que dans vos recherches, dans les réflexions que vous menez, vous pensez à comparer les différentes industries entre elles en lien avec ces enjeux très, très macroéconomiques que je viens de Merci. Merci pour cette question. Pour l'instant, pas encore. Mon point, que je n'ai pas vraiment eu le temps de démontrer là, c'est que la crise n'est pas une crise dans le jeu vidéo. Je pense que on le voit dans le jeu vidéo en avance sur d'autres secteurs. On le voit, le chômage augmente dans tous les secteurs maintenant au Canada, ce n'est plus que le jeu vidéo. Parce que le jeu vidéo n'a pas été trop déstabilisé, on a continué la production pendant le Covid. Et donc, mon hypothèse, qu'on vérifiera avec le temps, c'est que le jeu vidéo est en avance sur les autres secteurs. Ensuite, les autres secteurs culturels, je pense que, alors il faudrait faire la comparaison. Il y a des différences fondamentales qui sont sur l'évolution du prix, qui est ce que Nintendo essaye de casser. Encore une fois, je trouve ça logique. Je n'aime pas ça en tant que joueur, mais c'est logique. Quand on achète un livre, c'est pas ça. C'est pas la date d'édition qui fait son prix. Donc il y aurait une différence là, mais sur le streaming, peut-être qu'il y aurait beaucoup de similarités. Parce que je pense que mais il y a quand même une fatigue du consommateur qui est devant comme plein de choix de, on va dire, divertissement ou d'engagement, autant économique qu'à travers son attention. Puis le consommateur a un certain nombre de ressources, autant en temps qu'en argent, qui décide d'associer ces ressources-là à une consommation, soit d'une émission de télé, d'un film ou d'un jeu vidéo. Puis je me demandais en quoi cette dynamique-là pouvait influencer ce que vous soulignez de manière très habile dans votre... En termes de temps, je ne sais pas, mais en termes de concentration, c'est vraiment là le problème qu'il va avoir dans le jeu, parce que l'augmentation des prix qui est souhaitée, ce que cherchent à faire les éditeurs pour pouvoir vendre leur jeu, parce qu'ils augmentent les prix pour pouvoir produire des trucs plus gros qu'ils sont quasiment sûrs de vendre. Cette augmentation des prix fait que les gens se concentrent sur de moins en moins de jeux. Et donc, tous les autres studios ferment. Et parce que, évidemment, les consommateurs n'ont pas un budget infini et ont toujours à peu près le même budget. Donc, encore une fois, le système ne réfléchit pas, le système investit. Monter un peu, il y a une question de concentration. Ça m'a fait penser, même si ce n'était pas cette concentration-là, il y a beaucoup de questions des jeux gratuits
ils cherchent à monopoliser la concentration, l'attention, tout ça, qui devient pour les studios, on va dire, une ressource sur lesquelles capitaliser de manière tout aussi, voire plus importante que le budget des consommateurs. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse dans ce modèle-là? Vous avez vu des signes, on va dire? Je ne connais pas l'évolution de ça. Par contre, dans les données, alors je ne sais pas si je l'ai recopié, mais il y a une baisse du mobile, donc qui est en général très souvent des free-to-play sur les dernières années. C'est tout ce que je peux dire. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a une baisse des. En fait, ça m'a surpris. Je pensais que ça explosait, mais depuis 3 ans, ça se contracte. Je me demande, est-ce que c'est des données nord-américaines ou européennes de contraction ou est-ce que c'est global? Alors, c'est mondial. C'est mondial. Par contre, je le dis quelque part par là, c'est assez. Non, c'est pas ça. C'est assez. Donc là, c'est sur Newzo. Pas mal celles qui sont utilisées. Il y a deux sources qui sont importantes, mais la méthodologie est super obscure et d'année en année, ils réévaluent les évaluations. Alors c'est jamais énorme, mais un petit peu quand même. Donc c'est pas très sûr. C'est juste pour dire que là cette slide c'était pour l'argument de l'industrie du jeu qui dit oui mais là, il y a une baisse des revenus liés aux jeux vidéo. En fait c'est pas vrai. Il y a éventuellement une stagnation, mais parce qu'il y a eu une trop grosse augmentation qui n'avait pas de sens durant le Covid. Mais ouais. Okay. On a une question derrière, en fait. Je me suis juste nommée pour voir mieux. Oui, c'est vous. Merci pour la présentation, c'est vraiment intéressant. Est-ce que dans votre analyse, marxiste. On peut dire marxiste, c'est juste que marxisme, c'est censé être là pour apporter un projet qui va avec lequel je suis en accord, mais c'est pas marxiste. Est-ce que vous avez une compte de l'influence et l'impact de l'intelligence artificielle dans les modes de production? Est-ce que ça faisait partie un peu en fait, d'un élément que vous avez pris compte? Parce que vous en avez parlé. C'était là. Oui, ça va, on entend parler. J'ai un petit peu accéléré à la fin. En fait, mais c'est beaucoup trop compliqué. En fait, quand il y a des investissements, on investit dans l'outil, en gros, dans la partie constante et pas la partie variable. Ce qui fait qu'il y a moins d'employés qui produisent plus. Bon, c'est ce qu'on voit. L'intelligence artificielle, c'est typiquement là-dedans, c'est juste un outil. Bon, alors, ça va être une partie de ma réponse, parce qu'il y a une deuxième partie après. C'est juste un outil qui va augmenter la productivité en réduisant la masse salariale, en gros en réduisant la partie variable. Et ça, en fait, quand on a cette partie constante qui augmente, ça entraîne une chute des taux de profit en général, et c'est ce qui entraîne les crises de surproduction. On produit trop, mais il n'y a plus personne pour acheter les marchandises, et donc elles sont là à un prix que personne et les capitalistes ne peuvent plus investir dans d'autres marchés parce qu'il n'y a plus de marchés qui ont un taux de profit suffisant. Donc c'est un peu le risque avec l'IA, c'est de permettre une beaucoup plus grande automatisation qui va vraiment réduire la masse salariale. Ensuite, moi c'est ce que je pense, et à chaque fois que je parle à des gens qui travaillent dans le jeu, ils ont. Alors moi, je vois beaucoup l'utilisation d'IA pour les RH, mais aussi pour les jobs d'entrée, donc Quest Designer par exemple. Mais quand on produit un jeu, c'est à la fois, on fait tout le temps la même chose, mais il y a toujours une petite variation, il y a toujours un côté un petit peu artisanal.
Et moi, j'en sais rien, mais à chaque fois que je parle à des gens qui travaillent dans le jeu, ils ont des doutes sur le gain de productivité énorme avec l'IA. Bon, ensuite, il y a des choses qui existent déjà depuis longtemps. Les gens font des arbres avec SpeedTree, les gens ils peignent l'herbe avec les outils à disposition. C'est déjà la même logique. Merci. Par rapport à l'IA dans les jeux, j'ai eu un peu toujours en mode éclaireur. J'aime ça peut-être parfois dans les classes qui ne sont pas les miennes, pour de savoir dans une conférence d'ingénieur, où c'est assez, disons, les rapports entre industrie et recherche sont plus complaisants. Donc, l'industrie se laisse dire des choses qu'elle ne dirait pas dans un colloque de l'UQAM. Et donc, j'ai pu voir le directeur de la Forge, Ubisoft, parler d'une tentative de remplacement des scénaristes par l'IA qui avait été mise sous couvercle et qui n'était pas sorti dans les médias. Donc là-dessus, c'est quelque chose parce que ce qui a été dit est tout à fait vrai. En jeu vidéo, il y a un côté très artisanal qu'on souhaite conserver. Mais en même temps, dans la présentation, je trouve que c'est assez éloquent de souligner que c'est pas le nombre de papiers de toilette l'important qu'on vend, c'est le profit qu'on se fait avec. Et j'ai l'impression que ce côté artisanal-là dans le jeu vidéo, les compagnies qui font du prix du quadruple rare, ça devient qu'il n'est pas nécessaire. C'est peut-être que c'est un commentaire qu'une question. C'est un peu presque un avertissement dans le sens les compagnies jouent sur les deux tableaux à ce moment-là, je crois. Ah, mais que les compagnies investissent énormément là-dedans, oui, mais je ne sais pas si ça va avoir tant un impact tout de suite, en fait. La question que j'aurais, c'est quelle voie de résistance comme artisan du jeu vidéo qu'on pourrait voir si on est systématiquement employé comme jeu dans une compagnie de jeu? Le communisme? Pardon, mais non, mais le problème, c'est que c'est pas le travailleur du jeu vidéo vraiment qui décide dans quoi on investit, même dans sa production, en fait. À part les développeurs indie, mais j'en ai pas parlé là parce que en fait, c'est techniquement pire dans le sens où la quantité de jeux indépendants est telle que maintenant il faut vraiment, c'était déjà le cas avant, mais il faut vraiment ne pas avoir de salaire, ne pas se donner de salaire. Donc la partie variable est très basse, mais pour pouvoir produire un jeu, à part si des capitalistes investissent dedans, mais ils peuvent tuer le jeu à tout moment. Donc, je vous ai dit, à ce moment-là, c'était le moment le plus fun de la présentation. Je ne suis pas vraiment optimiste sans qu'il y ait une crise très grave. Et je pense que la crise très grave va arriver. Mais la question, c'est dans combien de temps? Plus. Parce que la concentration des quadruples A, etc. Non, c'est juste que j'ai pas de solution. Oui, j'aimerais juste que tu reviennes peut-être sur les double A parce que tu as pensé vite. Je serais curieux de savoir comment de leur côté, comment ils se sont ajustés. En fait, quadruple A, si j'ai bien compris, vont surenchérir sur ce que faisait double A. Et du côté de double A, c'est quoi leur En fait, je ne sais pas. Parce que je pense que je suis complètement biaisé. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas utiliser Slack. Je pense que... C'est quoi que tu voulais faire? De mettre l'écran. Mettre la présentation. Ouais. En fait, alors je ne sais pas si c'est un effet de mode, parce qu'il y a quelques double A qui sont très très avec beaucoup de succès, où on en entend beaucoup parler ces derniers temps, genre Métaphore, genre Clair obscur. Voilà, Clair obscur. Mais c'est peut-être c'est peut-être juste des exceptions parce que je me dis que oui, c'est plus facile, c'est logique, c'est plus facile d'investir là-dedans parce que la rentabilité est plus facile à atteindre.
parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir des dizaines de millions de joueurs pour être rentable. Sauf que, encore une fois, l'investissement, on ne réfléchit pas. L'investissement va vers ce qui est sûr et avec un bon taux de profit. Et si je réfléchis mécaniquement, je vois pas trop de raisons pour que les investissements aillent trop là, plus que dans des superproductions à 1 milliard, peut-être 2 milliards de dollars qui seront sûrs d'être rentables. Parce que moi aussi, c'est un grand mystère. Parce que le AA, ils n'ont pas les budgets marketing du AAA. Et le AAA, c'est là-dessus qui est, c'est qu'on génère un méga hype, tu achètes ton jeu à la sortie, tu es déçu. Autant qu'on se fait croire que tu n'as pas mis 80$ pour aller là-dedans. Alors que l'IA, pour se démarquer, c'est souvent des jeux qui arrivent un peu de nulle part, si on peut dire. Que là, tout d'un coup, un succès critique, unanime, il attire l'attention pour cette raison-là. Mais ça, c'est pas des arguments pour l'investisseur. C'est ça. C'est des arguments de designer. Sur le plan culturel, oui, je suis absolument d'accord. Je me demande comment le AA peut devenir un modèle d'affaires, parce qu'un modèle économique pour le jeu vidéo intéressant. Peut-être les circuits de critiques, des magazines de jeux, les festivals, et tout ça, peut-être qu'ils ont un mot à dire aussi là-dedans. En fait, pour conserver le système capitaliste, il y a des théoriciens qui ont pris en compte les crises qui sont analysées par Marx et qui ont expliqué comment il faut faire pour passer ces crises. Donc, un fort soutien des salaires, donc absolument pas ce que fait l'industrie. L'industrie pire tout le monde pour pour garder le taux de profit, ce qui va faire l'inverse à long terme, et un investissement dirigé vers des projets dirigés, donc un soutien de l'État vers ces projets, en gros le keynésianisme, et en même temps un soutien des travailleurs pour être sûr que la production a des débouchés, enfin des gens peuvent acheter la production. Mais c'est pas vraiment possible dans le sens où c'est que des entreprises privées. Et il n'y a pas d'intérêt pour elles de faire ça. Et c'est si on veut, de toute façon, conserver le système capitaliste qui est, de fait, structurellement conduit à ces crises. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, c'est... Oui, vas-y. En fait, j'ai remarqué que tu disais que le secteur, l'industrie du jeu vidéo était comme un peu en avance avec tous les autres secteurs. C'est une hypothèse. C'est une hypothèse. Rien pour prouver ça. Mais je me demandais si on pouvait se questionner si ce n'était pas l'inverse, c'est qu'on est reculé d'une certaine manière, puisque le jeu vidéo en tant que médium est vraiment récent. Puis, tu as parlé tantôt de blockbuster, ce genre de choses-là. Donc, un rapport avec le cinéma pourrait être fait, une comparaison avec le cinéma pourrait être fait, comme quoi que le cinéma, lorsque ça a grandi, c'est comme une industrie hollywoodienne qui s'est vraiment construite autour de ça, puis c'est comme eux qui ont pris la part du marché. Puis, par la suite, on serait comme dans mais donc, aujourd'hui, on serait dans en fait, le cinéma d'aujourd'hui a énormément changé en cause de justement les blockbusters qui prenaient énormément de place, puis se sont modifiés, puis se sont comme adaptés. Je me demande s'il y avait une manière de faire un parallèle. Comment est-ce que ça s'appliquerait dans le secteur du jeu vidéo, ce genre de choses-là? Puisque c'est un peu ce que tu as pu apporter, c'est que les AAA, il y en a de plus en plus, mais ils font moins en moins d'argent. Puis c'est arrivé. En fait, c'est plus. Ils ont énormément d'argent, mais très peu d'effets. Oui, exact. Mais je me demande si, mettons, à Hollywood, maintenant, c'est quelques petits directeurs, quelques petits qui, eux autres, sont comme, oh, wow, les gens vont aller les voir, mais c'est surtout des franchises, ce genre de choses-là. Puis, c'est pas nécessairement la qualité du produit. Si on parle, mettons, des Avengers, ce genre de choses-là, c'est pas nécessairement des films qui sont aimés, nécessairement. Mais ça dépend, mais comme parler des académiciens du cinéma, ce genre de choses-là. Je me demande juste s'il
il n'y a pas un parallèle où Moi, j'ai pas de réponse là-dessus parce que j'ai pas étudié l'économie du cinéma. Par contre, ouais, c'est comme c'était dit, peut-être c'était toi précédemment, il faudrait regarder notamment s'il y a eu des grosses crises, des crises économiques dans le cinéma qui ont provoqué ça. Et moi, mon point ici, c'était la suraccumulation est combinée avec la surproduction est combinée avec la surproduction qu'il y a dans l'industrie, dans, dans tous les produits manufacturiers après Covid. Sauf que dans le jeu, elle est un peu en avant parce qu'il n'y a pas eu il n'y a pas vraiment eu de stop dans la production. Que dans l'économie physique, quand je dis le jeu, je parle de la partie vraiment numérique du jeu, pas la partie physique du jeu, donc pas les consoles hardware. Là, on est plus dans vraiment comme les produits manufacturés. Et donc ça, l'augmentation s'est passée après. Je suis pas exactement pour les mêmes. j'avais regardé, en fait, les éléments de réponse, ça ne fait pas les rapports entre le cinéma et les jeux vidéo. J'ai vu pour une maison Alvarez pour le loge. Puis, un des trucs, mais je pense que l'hypothèse est très juste, que le jeu vidéo est en avance, mais il est parti en retard. C'est juste que l'accélération du jeu vidéo vers une espèce de dissémination capitaliste était hyper rapidement à cause de la manière dont le jeu vidéo est structuré. Le Game as Service, par exemple, dans le jeu vidéo, là, tous les autres services sont suivis dans le vie. On fait même du renseignement service. Donc là-dessus, je trouve que c'est vraiment une hypothèse super intéressante, mais je pense que si on regarde, mettons, la manière dont la tarification de jeux vidéo se fait, ben, on va voir que beaucoup d'autres services ont même presque le jeu vidéo comme des testing grounds pour voir qu'est-ce qui marche. Après, pour les rapports en cinéma, très belle observation, très juste, je pense. C'est passé en jeu vidéo que j'hypothétiserais comme différent, c'est la montée du jeu vidéo indépendant. Et là-dessus, le Québec a joué quand même un rôle assez important dans le fait de créer un écosystème plus proche de l'artisanat, plus proche du One Time Wonder. Et ça, même si c'est un système imparfait, même s'il y a tout ça, là-dessus, ça a créé quelque chose qui a évité, du moins pour l'instant, une certaine hégémonie du triple quadruple. Qui là, c'est comme ça. Juste pour rajouter sur ce que tu disais, le blockbuster, c'est pas le point central, c'est un peu la conséquence. En fait, ce qui est central, c'est la croissance, et c'est là où c'est peut-être le jeu vidéo est peut-être un peu différent, enfin plus exacerbé que les autres industries culturelles, c'est qu'il y a une grosse croissance en termes de productivité. Chaque année, on fait beaucoup mieux grâce à la technologie, beaucoup mieux, beaucoup plus détaillé, beaucoup plus gros, pas beaucoup mieux, mais une quantité beaucoup plus grosse. Au cinéma aussi, il y a des technologies qui font évoluer et qui diminuent les coûts, qui diminuent la part des travailleurs dans le processus. Mais je pense beaucoup moins que le jeu vidéo qui est toujours en énorme croissance, qui se réduit parce que il y a beaucoup moins. Même s'il y a plus de travailleurs de jeux vidéo en quantité par rapport à ce qui est produit, c'est très faible par rapport au capital fixe. Parfait, je propose de continuer cette discussion après, peut-être parce qu'on arrive à la fin de notre panel bientôt, puis on arrive à la fin de la première journée du CIFED, en fait. Mais il nous reste encore une présentation de la part de Jessie. Puis on peut commencer à peut-être